Dans le reste de l'actualité, cette question, comment faire évoluer la loi pour mieux protéger les femmes des violences et agressions sexuelles? Le gouvernement travaille sur plusieurs pistes, allongement du délai de prescription pour les viols commis sur mineurs, mais aussi la création d'une présomption de non-consentement pour les mineurs. Flora Sauvage. À partir de quel âge un mineur peut-il être considéré comme sexuellement consentant? Accusé de viol sur une fille de 11 ans, un homme de 28 ans a été acquitté la semaine dernière par la cour d'assises de Seine-et-Marne. Actuellement, le consentement est supposé en l'absence de violence, de contraintes physiques ou morales, de menaces ou de surprises. La législation a déjà progressé, mais il y a une clarification qui est encore nécessaire et un progrès qui est encore possible en disant que la contrainte résulte nécessairement de l'écart d'âge étant celui qui sera fixé par le législateur entre 13 et 15 ans. Laurence Rossignol a déposé une proposition de loi pour établir un seuil à 15 ans. L'âge du premier rapport sexuel est en moyenne à 17 ans. Donc ce que craignent ceux qui préconisent plutôt 13 ans, c'est qu'on se retrouve dans une situation où un jeune mineur très amoureux et très consentant d'un très jeune majeur se verrait poursuivi par des parents qui se mettraient en travers de cette relation. Et donc cette hypothèse-là me paraît pas être la plus probable. En revanche, 15 ans, c'est un âge cohérent. Contrairement à ses voisins européens, la France ne prévoit pas de seuil en dessous duquel le non-consentement peut être présumé. En Suisse et aux Pays-Bas, le seuil est fixé à 16 ans. En Espagne et aux États-Unis, il est fixé à 12 ans. Les pays alentours, c'est-à-dire les pays européens qui avaient légiféré au départ sur 13 ans, avaient renoncé et étaient passés à 15 ans. Donc je pense qu'il y a besoin d'une harmonisation. Le gouvernement envisage d'instaurer une présomption de non-consentement à un acte sexuel pour les mineurs, avec un seuil entre 13 et 15 ans. Le projet de loi devrait être discuté au printemps. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Muriel Salmona, bonjour. Vous êtes psychiatre, vous êtes présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Geneviève Garrigos, bonjour. Vous êtes présidente de l'association de soutien de la Fondation des femmes. Vous êtes également porte-parole d'Amnesty International France. Merci d'être là. François-Noël Buffet également sur ce plateau. Bonjour. Sénateur Les Républicains du Rhône, vice-président de la Commission des lois. Vous faites partie de ce groupe de travail sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs qui s'est constitué au Sénat. Et enfin, j'accueille Jackie Coulon. Bonjour, vous êtes le secrétaire national de l'USM, c'est l'Union syndicale des magistrats. Première question pour vous, Muriel Salmona, puisqu'il y a plusieurs évolutions possibles de la loi pour mieux protéger les femmes. Où est-ce que ça, où est-ce qu'il y a des défauts, des failles pour l'instant dans la législation française, selon vous ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immense majorité des victimes de violences sexuelles, qui sont d'ailleurs principalement des enfants, ne sont pas protégées, puisque c'est plus de 80% qui ne sont jamais protégés. Il y a seulement 10% de plaintes, très peu de condamnations pour les viols, par exemple en cour d'assises, c'est autour de 1%. Et que là, effectivement, il faut lutter à la fois pour mieux protéger et aussi contre l'impunité, qui sinon renvoie un message très délétère, en fait, par rapport à une tolérance de notre société face à ces violences. Et puis un risque très fort qu'elle récidive, que des gens récidivent et que d'autres victimes subissent ces violences. Donc effectivement, là, il y a la nécessité que les victimes puissent porter plainte, et particulièrement pour les mineurs, au-delà du délai de prescription actuel. Et puis, bien entendu, cet âge légal du consentement, nous, ça faisait très longtemps qu'on alertait sur le fait qu'il y avait absolument nécessité de protéger les enfants et de les protéger vraiment. Et je pense qu'effectivement, le seuil de 13 ans est trop bas, d'autant plus que là, les chiffres qui ont été donnés par le Haut Conseil à l'égalité datent de 2004, et que par exemple, l'Espagne, qui était à 12 ans, est montée à 16 ans, et qu'on aurait le chiffre le plus bas si on prenait 13 ans, et les enfants n'ont absolument pas le développement psycho-affectif, la maturité, et non pas... On va y venir dans le détail, si vous voulez bien, Muriel
Muriel Salmona. On va donner la parole aux autres invités. Geneviève Garrigos, il faut absolument faire évoluer la loi pour mieux protéger aujourd'hui les victimes de violences et agressions sexuelles. Absolument. D'une part, il faut faire évoluer la loi, et Muriel Salmona l'a très bien dit, que ce soit par rapport à l'âge minimum pour un consentement ou que ce soit par rapport à la durée de prescription. J'ajouterais que sur la question du consentement, c'est une question aussi assez difficile parce qu'on s'aperçoit que d'une part, les femmes, et parfois même aussi les garçons, hein, parce qu'il y a des garçons qui sont victimes de violences sexuelles à l'enfance, eh bien, y compris en grandissant, eh bien, s'ils subissent des agressions sexuelles, ils vont être aussi dans des positions où finalement, ils ne vont pas se débattre, ils ne vont pas résister parce qu'ils sont dans des états de léthargie, comme l'explique très bien Muriel. Et la notion du consentement a priori est un sujet qui pose en lui-même problème. Et d'ailleurs, sur certains campus universitaires aux États-Unis, on voit qu'on est passé il y a une demande de consentement positif, c'est-à-dire qu'il doit être exprimé. Ce n'est pas parce ce n'est plus il faut avoir dit non pour que ça puisse avoir lieu, il faut avoir dit oui pour que l'acte devienne et avoir lieu. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que au-delà de ces évolutions de la loi, il faut aussi derrière les moyens. Parce qu'en France, on voit bien, il y a une... très vite, on va... chercher par des nouvelles lois à répondre à une certaine attente quand on s'aperçoit que très souvent, il y a des lois qui ont été adoptées qui n'ont jamais été mises en œuvre. Et un des problèmes majeurs que l'on a aujourd'hui en France, il faut quand même le souligner, c'est le manque, je dirais, de formation au niveau des professionnels qui sont en contact avec les femmes et les enfants victimes de violences, le manque aussi d'hébergement, de prise en charge. Et ça, c'est très important pour pouvoir avancer sur ces questions. Oui. François-Noël Buffet, en tant que parlementaire, en tant que législateur, quelles sont les difficultés juridiques auxquelles vous êtes confrontés pour faire évoluer ces lois, à la fois en ce qui concerne la prescription et la question du non-consentement pour les mineurs? On se rend bien compte que, à la faveur malheureusement de l'actualité dramatique que l'on vit ces dernières semaines et ces derniers mois, la discussion et le débat est relancé sur ce point. On l'a déjà eu, rappelez-vous, il y a quelques mois, en début d'année, lorsqu'on a eu un texte sur la prescription. Et notamment, on s'est posé la question de savoir s'il fallait, notamment pour les mineurs, rester à 20 ans à compter de l'âge de la majorité, aller à 30 ans ou aller vers l'imprescriptibilité, puisque certains plaident pour l'imprescriptibilité. C'est effectivement on l'avait pas fait. La position de Muriel. On ne l'avait pas fait. À titre personnel, je pense que je suis en train d'évoluer sur le sujet, très clairement. Qu'est-ce qui vous a fait évoluer, François-Noël Buffet ? Parce qu'il faut se reposer la question de fond, qui est la question première. Quelle est la valeur que nous protégeons ? Et la société protège quelle valeur ? Et je pense sincèrement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, que la valeur que nous protégeons, c'est évidemment l'intégrité physique des mineurs. Et singulièrement lorsqu'il s'agit d'agression sexuelle. C'est l'agression qui touche le plus à l'intimité, à la construction d'une personnalité, et donc qui reste à jamais gravé dans la mémoire des gens. Enfin, on le sait tout cela. Et si on est à ce niveau d'analyse et que l'on veut protéger, il faut se donner les moyens de cela. Alors évidemment, ça crée un débat très lourd, parce que ça bouscule des mesures qui étaient prises jusqu'à maintenant, la prescriptibilité étant réservée aux crimes contre l'humanité. Donc c'est quelque chose de nouveau. Mais après tout, on peut bien faire quelque chose de nouveau. C'est pas interdit. On est là pour ça aussi. C'est la reprise complète de la notion du consentement, effectivement. Un mineur de moins de 15 ans ou de 13 ans. Je suis un peu affolé quand on dit 13 ans, très honnêtement. Ça pose une autre troisième question, et vous l'avez soulevée, madame, c'est celle de l'éducation, de la maturité des enfants, de l'éducation. C'est toute la question liée aussi au fait que la majorité, ou une grande partie, j'espère, pas la majorité, de la jeunesse d'aujourd'hui est confrontée à des images pornographiques de partout, fait quasiment son éducation à travers des projections de films de cette nature-là, et quelle est la capacité à apprécier la situation. Et ce débat-là, il faut le reposer. Je crois qu'on a raison de le faire. D'ailleurs, très immodestement, je suis à l'origine de la demande de la création de ce groupe de travail au sein de la Commission des lois à l'occasion du débat qu'on a eu là sur le redressement de la justice. Donc, j'avais proposé cela. Il faut ouvrir toutes les portes. Et je crois qu'il faut garder en tête que ce que nous protégeons, la valeur absolue que l'on protège, c'est la minorité. Et c'est donc à partir de là qu'il faut construire peut-être une nouvelle politique pénale en la matière, sans doute avec de nouveaux moyens. Jackie Coulon, est-ce que les magistrats attendent aussi une évolution de la loi, peut-être ce qui leur permettrait de mieux faire comprendre les décisions qui sont prises parfois ? En l'état, les décisions qui ont été rendues, aussi bien celle de la cour d'assises de Seine-et-Marne, acquittant une personne qui était poursuivie pour viol sur mineur,
que la décision du parquet de Pontoise de retenir simplement une atteinte sexuelle, c'est-à-dire des faits de nature sexuelle, mais sans contrainte, menace ni surprise sur un mineur. Ces deux décisions, qui ont provoqué l'émoi que l'on connaît dans l'opinion publique, sont toutes les deux cohérentes et conformes à l'état du droit actuel. Que ces deux décisions justifient un débat, notamment au niveau parlementaire, c'est tout à fait légitime, parce que c'est une question de société qui se pose, plus qu'une question purement juridique d'éléments constitutifs. Exactement. Comme le droit ne peut pas tout résoudre, et là, ce n'est pas qu'une question de droit. Comme vous l'avez également indiqué, c'est aussi une question d'éducation et d'accès, effectivement. Le droit n'est qu'un moyen, il n'est pas une fin. Tout à fait. Donc, de ce point de vue-là, les magistrats, en tout état de cause, évidemment, sont là pour appliquer le droit, ils le feront, et nous sommes évidemment tout à fait attentifs au débat qui se déroule actuellement au Sénat, le groupe de travail que vous avez constitué, auquel d'ailleurs nous allons participer puisque nous serons entendus, et nous apporterons notre pierre à l'édifice et à la construction législative qui est effectivement nécessaire. Alors Flora Sauvage nous le rappelait dans son reportage, le gouvernement va présenter un grand projet de loi porté à la fois par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, et par la secrétaire d'État à l'égalité aux droits des femmes, Marlène Schiappa. Elle fait pour cela un grand tour de France pour recueillir aussi les préconisations citoyennes. C'est une bonne méthode, Muriel Salmona ? Alors oui, c'est une bonne méthode à partir du moment où effectivement, les personnes les plus à même, les plus sur le terrain, les spécialistes puissent effectivement donner leurs recommandations. Moi, j'ai moi-même remis à Madame Marlène Schiappa un manifeste, justement, qui demande de révolutionner, effectivement, la prise en charge, les soins, le dépistage. Ça passe par quoi une révolution aujourd'hui ? Ça passe par quoi cette révolution ? C'est pas que des moyens ? Alors, c'est beaucoup de moyens quand même, malgré tout, mais c'est vrai, c'est des réformes législatives, effectivement, on en a parlé. Il faut absolument aussi que la loi puisse prendre en compte aussi l'impact psychotraumatique gravissime des violences sur les enfants à long terme, voire à très long terme, avec la possibilité, le fait qu'il y ait fréquemment des amnésies traumatiques, des dissociations très profondes qui sont un obstacle majeur pour porter plainte. Donc, et puis qui aussi font qu'il y a une méconnaissance des réactions des victimes, particulièrement des enfants qui sont, je le rappelle, les principales victimes. C'est une fille sur 5 qui subit des violences sexuelles et un garçon sur 13. Et que du coup, il faut absolument que tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte, donc avec une formation des professionnels et puis des soins qui sont absolument indispensables, bien entendu, en plus de tout ce qui est de l'ordre du législatif. François-Noël Buffet, peut-être ? Oui, il y a deux points qui sont très importants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un raisonnement exclusivement juridique, sinon très très vite on sera bloqué. En réalité, on est effectivement sur un sujet de société. Donc il faut qu'on ait aussi un raisonnement lié à la victime, à ce qu'elle a évidemment vécu et à sa reconstruction. Ça, la justice ne peut pas lui donner. Donc c'est nécessairement, et puis c'est pas son rôle, donc c'est nécessairement une autre organisation de notre système qui permettra d'accompagner. Mais en même temps, j'allais dire, il faut rendre les deux cohérents. Et c'est tout ce travail qui doit être fait aujourd'hui. Oui, pardon, oui. Et de fait, c'est vrai que par exemple aujourd'hui au collège, au lycée, il y a ce qu'on appelle l'éducation sexuelle, mais elle ne peut pas être que par rapport justement à la question de la reproduction. Cette éducation doit intégrer ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce qui est reconnu au niveau international, les droits sexuels et reproductifs, c'est-à-dire le droit de la personne à disposer de son corps et l'autre qui ne la possède pas. Et ça, c'est déjà essentiel pour établir... pour que les jeunes filles et les enfants sachent que leur corps, on n'y touche pas sans leur accord, que c'est contre eux, parce que très souvent, ils ne le savent pas. Et quand on fait de l'éducation, y compris dans les écoles primaires, on le constate. Et il y a un deuxième aspect. C'est vrai qu'on ne peut pas régler tout par la loi. Par contre, la loi, surtout en France, donne un cadre. Elle donne un cadre et ce qui n'est pas interdit est autorisé. Or, soyons très clairs, c'est vrai que si les jugements qui ont été rendus sont tout à fait cohérents et dans le cadre de la loi existante, le message qu'ils envoient aussi aujourd'hui, c'est que finalement, un homme adulte peut avoir une relation avec une jeune fille de 11, 12, 13 ans, qu'il sait qu'elle va être beaucoup plus facile, qu'elle ne va pas opposer la même résistance qu'une adulte. Et c'est un message extrêmement négatif, parce qu'il y a l'éducation, mais il y a aussi la lutte contre l'impunité et le cadre que l'on donne, et dire non
un homme, quel que soit son âge, ne peut pas avoir de relations sexuelles avec une enfant, eh bien, c'est très très important pour faire changer aussi les mentalités. Alors, avant de continuer ce débat, je vous propose d'écouter Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Elle a répondu aux questions de Tam Trani, justement, sur les pistes envisagées par le gouvernement, ce qui concerne le non-consentement, le seuil, justement, pour le non-consentement. On l'écoute. Nous voulons encore mieux protéger les enfants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et pour ce faire, nous imaginons que rendre un âge limite où la présomption de consentement sera présumée ne pas exister est indispensable pour mieux assurer cette protection. Cela étant, je suis parfaitement consciente des enjeux juridiques que cela suppose et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir une réflexion un peu plus aboutie avant d'avancer de manière absolument certaine sur le seuil. 13 ans, 14 ans, 15 ans. Il y a des expériences européennes différentes et donc nous allons prendre appui sur ces expériences, dialoguer également avec les parlementaires qui sont impliqués sur ces questions-là pour choisir la meilleure option possible. Alors, quelle est la meilleure option possible? Peut-être Jackie Coulon, et ensuite je vous donnerai la parole, Muriel Salmona. Oui, je ne suis pas sûr que je sois le mieux placé pour fixer un âge entre 13, 14 et 15 ans. Simplement, contrairement à ce que disait Madame Rossignol dans votre reportage tout à l'heure, on ne peut pas ignorer le cas d'une adolescente qui aurait pas tout à fait 15 ans, qui serait amoureuse d'un garçon qui a un tout petit peu plus de 18 ans. Il flirte ou plus, et inévitablement, dès l'instant où les parents de la jeune fille apprendraient ce qui s'est passé, eh bien, de ce fait-là, le jeune garçon serait susceptible de comparaître devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle. Alors, comment ça se passe dans les autres pays européens qui ont relevé le seuil, Jackie Coulon? Alors, sur le seuil, là, je ne sais pas comment ça se passe sur ce plan-là, mais ce que je sais, c'est que, effectivement, certains pays ont retenu 13 ans, d'autres 14 ans, d'autres 15 ans, par rapport à cet élément-là. Parce que lorsqu'il y a eu une relation sexuelle avec pénétration et que le garçon aurait 18 ans et 2 mois, il relèverait de la cour d'assises pour viol. Avec une peine de réclusion criminelle à la clé, sans pouvoir discuter les faits en disant que, même si la jeune fille venait dire qu'elle était amoureuse du garçon, eh bien ça ne changerait rien à la qualification d'infraction et le crime serait constitué. Alors, peut-être que ça pose la difficulté du caractère irréfragable, comme on dit en droit, de la présomption. Voilà, le projet, ou ce qui est en débat... pour l'instant, je crois que au niveau du gouvernement, on parle de présomption irréfragable. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas prouver qu'il y a consentement. Ça, c'est une véritable question qui doit se poser, parce qu'on peut poser une question de présomption de non-consentement qui pourrait être renversée devant la juridiction. Pour l'instant, c'est pas, semble-t-il, en l'état du Salmona et ensuite oui. François-Noël Buffet. Alors, moi je tiens à la présomption irréfragable parce qu'il faut savoir ce que l'on veut, européen. Il faut protéger tous les enfants. Chaque enfant doit être protégé et les exceptions, il faut les penser effectivement, possiblement avec des exceptions. Ça, c'est effectivement à la loi d'y penser. Mais sinon, il faut faire très attention à ce que effectivement les enfants soient totalement protégés. Je rappelle que les conséquences sur la santé sont catastrophiques. C'est un problème de santé publique majeur reconnu par l'OMS. C'est possiblement c'est la première cause de décès précoce, la première cause de dépression à répétition, la première cause de conduite addictive, la première cause de subir à nouveau des violences tout au long de sa vie, la première cause aussi d'exercer des violences quand ce sont le plus souvent des garçons qui vont possiblement reproduire. C'est aussi des conséquences sur la santé majeures, très importantes, cardiovasculaires, immunitaires, endocriniennes. Donc là-dessus, il faut être clair. Et puis, il y a des risques très importants. On ne peut pas demander à une enfant de moins de 15 ans d'assurer sa protection, d'assurer par rapport à une éventuelle grossesse, par rapport à une contraception. C'est impossible. On ne peut pas lui demander un consentement libre et éclairé. Et donc, chaque enfant doit être protégé. Ensuite, effectivement, la loi doit pouvoir tenir compte de situations qui restent marginales.
Mais ce n'est pas ces situations marginales qui doivent faire la loi. C'est les situations générales qui doivent faire la loi et qui doivent permettre de protéger les enfants. C'est tout le débat, François-Noël Buffet. Oui, la question qui est posée, c'est effectivement celle de la présomption. La présomption, elle peut avoir deux caractères. Irréfragable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apporter la preuve contraire, ou simple, auquel cas on peut apporter la preuve contraire. Ça, c'est une première problématique. La deuxième, c'est le seuil. 13 ans, 14 ans, 15 ans. Comment voulez-vous que l'on détermine objectivement les choses? Tant cela tient à la qualité des personnes, à leur maturité, à leur capacité à pouvoir se défendre. Et c'est à chaque fois un cas particulier. C'est la raison pour laquelle on a quand même un principe d'abord à protéger, c'est le mineur. Point. Après, peut-être faut-il trouver un ajustement, je ne sais pas lequel, par quelques idées, qui permettent d'adapter aux situations qui peuvent être exceptionnelles, effectivement, qui peuvent avoir un caractère exceptionnel. Mais le principe doit rester le principe clair et lisible, et j'allais dire compréhensible pour tout le monde, et en particulier pour les agresseurs, c'est-à-dire les adultes en circonstances. Oui, j'aimerais revenir sur cet âge du consentement, parce que j'aimerais faire le parallèle avec, c'est simple, c'est le règlement général de protection des données qui est un règlement européen qui va être mis en œuvre au 25 mai de l'année prochaine. Il se trouve que dans ce règlement, il est bien précisé que les mineurs en dessous de 15 ans, même s'ils donnent consentement, il ne peut pas être reconnu, et seuls les parents peuvent donner une autorisation. Donc, on voit bien que cet âge de 15 ans ne sort pas non plus de nulle part, et que dans d'autres circonstances, la protection des données personnelles, eh bien là, le législateur, en tout cas, oui, le législateur a mis un seuil plancher en dessous duquel il ne peut pas y avoir de consentement. Donc, c'est possible, il faut voir les exceptions, mais il faut vraiment considérer ce plancher comme nécessaire. Et je voulais aussi qu'on n'oublie pas les situations d'inceste qui représentent 50% des violences sexuelles chez les enfants, et qu'il est impossible même à un enfant de plus de 15 ans et de moins de 18 ans de s'opposer à un parent qui a autorité, une personne qui a autorité, soit un parent, soit une personne ayant autorité, et que eux aussi sont absolument à protéger, et de même que les personnes les plus vulnérables. Donc il faut aussi penser par rapport à ces limites d'âge, au fait que les enfants, c'est moins de 18 ans, et qu'il faut protéger de façon adaptée tous les enfants, quel que soit leur âge, par rapport aux situations auxquelles ils peuvent être exposés. Ouais. Jackie Coulon, est-ce que ça va bouleverser aussi les méthodes de travail des magistrats, ces évolutions législatives? Bouleverser, je ne sais pas, les changer sûrement, puisque l'approche en ce qui concerne les infractions sexuelles change radicalement. Actuellement, dans l'état actuel du droit, on se place, j'allais dire, du côté de l'auteur pour rechercher s'il a commis un acte de contrainte, violence, menace ou surprise. Finalement, le juge ne recherche pas s'il y a consentement. Oui, il recherche si l'auteur a commis un acte de contrainte. Contrainte qui peut être morale ou physique. Avec le projet ou les propositions, puisque je crois qu'il y a 3 propositions de loi qui ont été déposées au Sénat. Et puis... On essaye de regrouper au sein de la commission. Voilà. Pour se faire entendre. Je pense que ce serait une bonne chose. En tout cas, les propositions viennent à renverser ce principe et à se placer du côté du mineur pour analyser son consentement. Donc ça, c'est un changement législatif. Et évidemment, les magistrats appliqueront ce changement, puisque c'est la loi qui décide. Ça, c'est quelque chose d'absolument clair. Ce que je voulais aussi souligner, mais on allait peut-être l'aborder plus tard, c'est le problème de la prescription. Parce que ce problème de la prescription, donc ça relève effectivement, là aussi, de la loi. Vous en aviez débattu dans ce qui est devenu la loi du 28 février 2017. Et puis, vous aviez écarté, vous... Oui, collectivement, le législateur. Mais j'assume, mais j'évolue. Vous aviez écarté donc un allongement de la prescription. Ce que je voudrais dire, c'est que les magistrats ne sont pas nécessairement opposés à l'allongement de la prescription. Mais il ne faut pas non plus se faire des idées et penser que ça va résoudre tous les problèmes des victimes. Parce que, comme l'indiquait M. Buffet tout à l'heure, la justice n'a non seulement pas les moyens, mais ce n'est pas son rôle de soigner le préjudice qui est très important, subi par les victimes. Ce sont des structures sanitaires qui doivent être mises en place, qui sont distinctes. En revanche, dans ce processus-là, la déclaration de culpabilité de l'auteur peut apporter un élément positif. La difficulté, c'est que plus le temps passe,
plus les preuves sont difficiles à rapporter. Souvent, ça va être la parole de l'un contre la parole de l'autre. Lorsqu'on est 25 ou 30 ans après les faits, plus encore, puisque le délai de prescription commence à partir de la majorité de la victime. Donc, quand les preuves manquent, le juge est amené, en vertu de la présomption d'innocence, de déclarer l'auteur la personne poursuivie, parce que par hypothèse, il ne serait pas l'auteur, la personne poursuivie non coupable. Et là, ça risque d'aggraver le préjudice de la victime, qui non seulement a été, dans sa tête au moins, et puis peut-être bien dans les faits, victime d'une personne, mais dont la justice n'a pas pu rapporter la preuve de la culpabilité et aggraver ainsi le préjudice de la victime. Sur cette question de la preuve, notamment. D'abord, c'est déjà la situation à laquelle sont exposées la plupart des victimes qui portent plainte. Ça, c'est une réalité. Et donc, elles savent bien qu'elles ne peuvent pas forcément obtenir justice. Ensuite, il faut penser au fait que si les victimes portent plainte, donc c'est pour qu'un droit leur soit reconnu, le droit de pouvoir porter à la justice des faits criminels, délictuels criminels, et qu'ensuite, ça c'est vraiment, dans notre enquête, c'était vraiment très présent, c'est aussi pour protéger d'autres victimes. On sait que beaucoup d'agressions, particulièrement sur les enfants, sont reproduites de proche en proche, de génération en génération, et que c'est très rarement une seule victime qui est impactée, contrairement à ce qu'on a toujours pensé, c'est pas la victime qui fait l'agresseur, c'est l'agresseur qui fait des victimes, et que du coup, il y a aussi cette nécessité aussi de pouvoir protéger les autres personnes qui sont susceptibles d'être exposées à ces violences. Et puis il y a le fait aussi de pouvoir, par rapport à la notion de preuve, il y a beaucoup d'éléments de faisceaux d'indices graves et concordants qu'on peut retrouver, dont font partie beaucoup de l'évolution de la victime, l'impact sur sa santé, bien entendu, la spécificité aussi de la mémoire traumatique qui en fait est une boîte noire, et donc là j'ai beaucoup de patientes qui ont eu des résurgences de mémoire traumatique en dehors de toute prise en charge médicale d'ailleurs, et je les vois, ça apparaît comme des bouffées délirantes, mais il y a plein de détails extrêmement précis qui sont reconnus ensuite par les enquêtes et qu'on peut retrouver, et puis aussi l'agresseur il peut reconnaître les faits. C'est une réalité. Je veux dire, faut pas l'oublier. Une option. Le mot de la fin avec vous, François-Noël Buffet, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps sur ce sujet, mais on aura bien entendu l'occasion d'en reparler. Le calendrier du Sénat, de vos travaux, ça va percuter un petit peu le projet de loi gouvernementale. Comment vous voyez les choses ? La commission qui est en place, qui est présidée par ma collègue Marie Mercier, devrait rendre un rapport au début de l'année 2018. Il y a beaucoup d'auditions qui ont déjà démarré. On travaille sur le sujet. Le sujet de la prescription est un sujet de fond. Très important, et bien évidemment. Son évolution est possible. En tous les cas, j'essaierai de contribuer à cela. Et donc, ça va venir en même temps que le projet du gouvernement qui va être après dans la même période. Gageons que tout le monde se mette à peu près d'accord sur des choses sérieuses et qu'on ne soit pas dans des discussions qui soient inutiles ou non fertiles. En tous les cas, il faut apporter une réponse assez rapide et ne pas créer de forme de polémique là-dessus. Personne n'a d'intérêt à cela, bien évidemment. Bien, merci. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat.